Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec une nouvelle émission sur la chaîne. Forcément, vous l'avez suivi, le Portugal s'est qualifié pour les quarts de finale après une victoire dans la douleur accrochée contre la Slovénie au tir au but. Donc 0-0 sur l'ensemble du temps réglementaire et de la prolongation. Puis il nous a fallu un Diogo Costa d'une autre planète. Hier, il était vraiment sur une autre planète pour nous sortir 3 pénaltys consécutives et finalement va permettre au Portugal de valider sa qualification pour les quarts finales. Le Portugal retrouvera l'équipe de France, donc une nation très compliquée qui fait partie des grandes favorites de la compétition. On aura le temps d'y revenir pour parler dans un premier temps de la victoire portugaise et puis dans un second temps du prochain match, de ces quarts finales entre la France et le Portugal. J'ai réuni la fine équipe, donc vous commencez à les connaître. C'est la même équipe que la dernière émission. Donc d'ailleurs, je tenais à vous remercier tous pour vos retours par rapport à la dernière émission. Il y a eu beaucoup de bons retours. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de les recontacter. Ils ont été pertinents. J'en étais content. Vous avez été content aussi de ces intervenants. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière émission, on va refaire une petite présentation. Davos, présente-toi. Salut les mecs, Davos, créateur de contenu pour BMS, je parle beaucoup de football portugais et un peu plus de Benfica, quoi. Du coup, voilà. Bah, merci pour l'invite, encore une fois, hein. Grand plaisir. C'est exactement la même présentation que l'autre fois. Ouais, vraiment, Elle est scriptée. Ouais. Fabrice, à ton tour. Grand spécialiste du foot portugais aussi. Ouais, fan de la première heure de tous ces contenus portugais, notamment Trivela et Davos, du coup. Et puis voilà, pas content d'être là pour cette deuxième émission. Je ne change pas une équipe qui gagne, je pense. Donc on va continuer là-dessus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, même principe, on va débriefer pendant une petite trentaine de minutes de ce qui s'est passé ces dernières heures, parce qu'on enchaîne vraiment après la victoire portugaise contre la Slovénie. Et on va faire une petite projection sur le prochain match. Donc, avant ça, Fabrice, je vais te demander ton ressenti global sur ce match entre le Portugal et la Slovénie. Qu'est-ce que tu en retires? Je pense qu'hier, on est passé par toutes les émotions. On a commencé, je pense qu'on était tous excités. Enfin, les choses sérieuses commencent. Il y a l'hymne qui retentit. Ça y est, 8e de finale. On voit la compo, moi qui représente un peu ce que je voulais voir. Super excité, mais je pense qu'il y a la frustration qui arrivait quand même très vite, qu'on a vu qu'on n'arrivait toujours pas à être tueur et décisif devant les buts. Donc après, il y a eu aussi un petit peu d'incompréhension quand on a vu certains changements de la part de notre Martinez national. Et puis bon, on a fini par de la joie extrême, donc on va retenir ça, de la joie, parce que voilà, on est passé par toutes les émotions et on a fini par une note positive, donc ça c'est cool. Mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve qu'on a encore une fois, on a manqué de rythme, d'intensité. Franchement, c'était soporifique, quoi. C'est toujours ce même, c'est statique, ça bouge pas, ça manque clairement de mouvement. Enfin bref, je pense qu'il n'y a pas eu d'énormes changements de tactique au final dans le jeu non plus par rapport au précédent match. Donc je vais m'arrêter là et je vais laisser Davos dire ce qu'il a pensé de ce match. Eh ben allez, Davos, c'est à ton tour. Ouais, bah du coup, pareil, hein, au début, super excité. La compo, voilà, le retour du 4-3-3, adieu le 3-4-3 dégueulasse. On va en parler du 4-3-3 après. L'hymne qui commence, trop hype. Et aussi, en vrai, les 10-15 premières minutes, j'ai trouvé, ça jouait vite. Pas mal de situations, des centres, tout ça. Enfin, j'ai trouvé, voilà, le contre-pressing, on récupérait la balle très rapidement. Mais derrière, rapidement, bah, le manque d'idées, l'intensité a baissé d'un coup, les individualités pas au niveau. Voilà, bah, on a recommencé à douter et ouais, voilà. Et du coup, après, les changements catastrophiques, le penalty raté, on est passé par toutes les émotions. Mais voilà, à la fin, on a gagné. Et ouais, comme a dit Fab, on va retenir le positif. Et ouais, la qualification, mais un cauchemar au début, trop excité, cauchemar, et ensuite, bah, la libération. La pression qui s'évapore. Ouais, c'est ça. Et le cauchemar, il vient aussi du fait que le Portugal a du mal en situation offensive, a du mal à trouver la faille. Et c'est pas la première fois dans cet Euro, on l'a vu, ça commence à être récurrent. Contre la Tchéquie, déjà dans le premier match, contre la Géorgie, bah, c'était un peu le même cas de figure, avec une domination assez stérile du Portugal, sans vraiment réussir à se montrer très dangereux sur les buts adverses et à marquer des buts. Et hier, pareil,
120 minutes même, sans marquer le moindre but. Davos, comment t'expliquerais ces difficultés offensives du Portugal? C'est un manque de soutien offensif, on va dire, les milieux de terrain qui suivent pas les attaquants. Je trouve que c'est lié à ça. C'est trop minimaliste. C'est un peu comme le football anglais et français. En vrai, on critique beaucoup leur jeu, mais je pense qu'on est dans la lignée de ces équipes-là. Beaucoup de qualité, mais on les met pas en avant. C'est trop minimaliste, on prend trop peu de risques. Le jeu axial n'existe pas dans notre sélection, en fait. C'est que des jeux par les côtés. En première période, c'était Nuno Mendes, Rafael Leao. En deuxième période, c'était plus Cancelo, mais voilà, encore une fois, par exemple, en première mi-temps, c'était à gauche, en deuxième mi-temps, c'était à droite. C'était pas, ça alternait, c'était une mi-temps, une l'autre. La deuxième mi-temps, c'était le côté opposé. Ouais, manque de fluidité. Et en plus, lié au changement, ça empire la situation. Ouais, je trouve le grand problème, c'est vraiment les derniers mètres. Je trouve on arrive bien à garder la balle, mais pour se créer des occasions, c'est terrible. Parce que voilà, il y a des gens, ils vont. Ronaldo, par exemple, on lui donne trop peu de ballons. On a eu quelques spots en première mi-temps par des centres. Mais quoi, j'ai vu les stats des centres tout à l'heure dans une émission. Je sais pas, je crois on a 20% de centres réussis. En ayant des joueurs comme Leao, Nuno Mendes, Cancelo, même Bernardo Silva. C'est trop peu, en fait. C'est beaucoup trop peu. On met pas les joueurs dans des bonnes conditions pour mettre de bons centres. Et derrière la réception, c'est Ronaldo qui est encerclé par 8 joueurs, ou alors même Conceição, quand Conceição rentre à gauche, on va en parler plus tard de ça. C'est lieu la réception descente, quoi. Il fait 1m40. Et ouais, trop peu de mouvement aussi. Ça joue trop lent, en fait. C'est trop minimaliste. C'est le même défaut que j'ai avec l'équipe de France ou l'Angleterre. C'est trop minimaliste. Il y a. Ouais. Du coup, ouais, et les joueurs irréguliers aussi, les cadres pas au niveau. Ça, on en reparlera aussi plus tard. Et toi, Fabrice, qu'est-ce qui, selon toi, manque à cette équipe du Portugal pour être un peu plus dangereux offensivement? On a 3 heures devant nous pour l'émission, pas? Ce qui manque vraiment, il y a trop de choses à dire. Non, mais clairement, moi, déjà, je pense qu'il nous manque un vrai buteur. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Mais bon, là, Ronaldo, franchement, je vais être dur, mais c'est un mec de 39 ans, donc c'est normal, mais c'est plus possible, quoi. Franchement, je trouve que c'est plus possible, quoi. Je trouve que même un de ses derniers atouts qui était peut-être le jeu aérien, je trouve que hier, tu sens que même là-dessus, ouais, il saute plus dans le bon timing, qu'il a plus cette importance dans les duels, enfin, ça, même dans la finition, je trouve qu'il est pas sûr. Le peu d'occasions qu'il a maintenant, il les met plus. Je ne veux même pas parler des coups francs, tout ça, parce que ça fait 10 ans, je pense qu'on a overdose de ces coups francs de 60 mètres. Bientôt, il va tirer les coups de pied les 6 mètres. Enfin, bref. C'est horrible. Je sais même pas quoi dire. En fait, hein. Après, bon, je me base sur Ronaldo, mais c'est pas que lui le problème, bien évidemment. Ça serait trop facile. Vraiment, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Ah ouais, non, c'est ça, clairement. Il y a un gros gâteau avant, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et même moi, un truc qui me dérange, c'est ce que je trouve, mais je trouve qu'il a perdu un peu son aura de leader. Je sais pas comment le vivent vraiment ses coéquipiers. Moi, c'est une question vraiment que je me pose. Comment vivent ses coéquipiers par rapport à, je sais pas, son agacement, même ses émotions qui devaient démesurer avec le temps. Je me demande comment il joue avec ça, ses autres coéquipiers. Je sais pas. Je trouve qu'il a pris trop d'importance, soit dans le jeu ou même au niveau des émotions de son caractère. Et je sais pas. Après, bien sûr, c'est pas le seul problème de notre attaque, clairement. Mais je trouve qu'on n'a pas d'idée dans le jeu, hein, clairement. On peut faire entrer n'importe qui. Bon, hier, Diogo Jota, à la rigueur, il fait une entrée qui est pas désagréable, je trouve. Si je Conceição éteint aussi, après, il le met par un poste particulièrement positif pour lui. Mais dans l'ensemble, non, je sais pas ce qui est à retenir, quoi, de ces 4 matchs au niveau offensif. Je trouve qu'on n'arrive pas à trouver, quoi. Et 120 minutes hier, hein, 120 minutes. C'est 120 minutes. On a bien joué 10-15 minutes, quoi. C'est encore bien joué. C'est une entame de match, quoi. C'est une bonne entame, mais c'est pas. C'est vrai que quand on voit l'entame de match, je pense qu'on est tous excités. On se dit, c'est bon, ça va être easy, ça va être plié. À la mi-temps, il y a 2 équipes, ça va être plié. Et en fait, au bout de 15-20 minutes, on voit que ça commence à ronronner et on se dit, ah, ça y est, on retourne dans notre travers. Et clairement, ça a été ça pendant les 120 minutes, quoi. Donc, je sais pas comment faire pour être plus dangereux offensivement. Pourtant, on a les armes. Mais dans le collectif, ça fonctionne pas, quoi. En fait, on a 11 individualités et des sacrées individualités, même, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas de cohésion, quoi. Il n'y a pas une équipe, quoi, clairement, quoi. Donc, c'est ça qui est moche, quoi, et qui est triste.
Vous avez tous les deux évoqué Cristiano Ronaldo. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont été un petit peu en dessous de leur performance habituelle et surtout ceux à quoi on peut s'attendre de leur part. Je pense notamment à Bruno Fernandes, à Bernardo Silva aussi qui a été un petit peu en dessous. Les trois ont pour autant joué les 120 minutes. Bon, au final, ça a été assez utile vu que ce sont les trois qui ont marqué leur tir au but. Mais sur le contenu des 120 minutes, c'est vrai qu'on a été beaucoup à se demander qu'est-ce qu'ils faisaient encore à la 120e minute sur le terrain. Et de l'autre côté, on a vu un joueur comme Vitinha sortir à l'heure de jeu, ce qui, je pense, a surpris à peu près tout le monde, étant donné que c'était le ou l'un des meilleurs Portugais présents sur le terrain lors de ce match. Donc, Fabrice, j'aimerais te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu penses du coaching de Roberto Martinez? Est-ce qu'il n'est pas plus basé sur les statuts que sur les performances réelles finalement? Donc, clairement, je pense que ça date même pas de l'époque de Martinez. J'ai l'impression que depuis 10 ans, quasiment 10 ans, on a une équipe qui se base avec un sélectionneur qui se base que sur les statuts des joueurs et pas sur les performances actuelles ou même ce qu'il y a sur le terrain. Je trouve que, j'ai l'impression qu'il veut pas blesser l'ego de certains, quoi. Mais franchement, ça c'est plus possible. On en a marre de ces histoires de statuts, ça devient malsain et c'est pas ce qu'on veut voir, quoi. Clairement, parfois j'ai l'impression quand je vois les changements, parfois j'ai l'impression de pas voir le même match. Je me dis, mais attends, c'est moi qui comprends rien au foot ou je sais pas, mais c'est vrai qu'encore hier, quand on voit Vitinha qui sort, mais on se dit c'est le seul qui dans l'entrejeu est capable d'apporter quelque chose. Sinon, on est obligé de passer systématiquement sur les côtés. Et tu le fais sortir en premier. Alors, Martinez, après le match, dit que ouais, mais c'est à cause de l'état de la pelouse, elle était sèche. J'ai pas compris. Je pense que personne n'a compris, lui-même n'a pas dû comprendre ce qu'il a dit, à moins qu'on comprenne pas bien son portugol. Mais et je sais pas, je comprends pas ces changements à chaque fois. C'est soit trop tardif, soit ça va pas dans le sens du match. Enfin, je sais pas. Et puis voilà, vraiment encore cette histoire de statut, ça commence à être dur parce que Bruno, autant à la Coupe du Monde, il a été bon et depuis la Coupe du Monde, pour moi, c'était notre meilleur joueur en position. Et de haut, vraiment de loin de là. Et là, autant dire que ça fait 4 matchs qu'il est pas bon. Bernardo, bon, en sélection, je pense qu'il a jamais été incroyable non plus, Bernardo. Malheureusement, et encore hier, il n'est pas catastrophique, mais on attend beaucoup plus. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont pas nuls, mais ils sont pas à leur niveau, quoi. On a l'habitude de les voir en club depuis quasiment une décennie et on attend beaucoup plus de ces joueurs-là. Mais le problème, c'est que si t'es pas bon, tu sors tout simplement, quoi. On a quand même un effectif de 26 joueurs et on a la chance d'avoir un banc de touche qui est quand même incroyable, je trouve, par rapport à même d'autres sélections. Je trouve qu'on a un banc de touche qui est quand même qualitatif et malheureusement, on voit toujours les mêmes sur le terrain et qui jouent 90 voire 120 minutes hier. Et ça, pour moi, c'est plus possible, quoi. Ok, et Davos, qu'est-ce que tu penses de cette gestion de Roberto Martinez et notamment son rapport au statut des uns et des autres? Bah, c'est catastrophique. En plus, ça met une balle aussi dans le pied aux remplaçants, en fait. Est-ce qu'ils se sentent impliqués, là? Par exemple, là, on parlerait du prochain match, les changements à faire. Mais, par exemple, moi, j'ai envie de voir du Pedro Neto, de voir un petit peu de Jean Neves, du Gonzalo Ramos. Et là, vu l'implication dans les 4 matchs, est-ce que, par exemple, les faire jouer là, par exemple, des gens veulent des changements pour l'équipe de France ou quoi, mais est-ce que vous les sentirez prêts, ces mecs-là? À la place, est-ce que vous pensez vraiment, par exemple, Pedro Neto, s'il joue là, titulaire, ou même Francis Conceição, est-ce que ce sera mieux que Bernardo Silva? En fait, là, il a déjà tué. Il a tué en vrai le banc, en fait, l'effectif. Je pense qu'ils ne sont pas concernés, même physiquement, est-ce qu'ils sont prêts? Et ouais, et les cadres continuent, ils ont pas de niveau. Ronaldo qui tourne pas, la gestion de Ronaldo aussi, la gestion de l'effectif, on parle des cadres. La gestion de Ronaldo. En fait, moi, le grand souci de Ronaldo, c'est, je pense qu'il se met beaucoup trop de pression. Ce qui, au début, c'était un joueur parmi d'autres dans la compétition. Les 2 premiers matchs, même on a dit du bien de ça, que Ronaldo, il se mettait en retrait pour pousser le collectif. Contre la Géorgie, on en a parlé, je sentais déjà un peu. Le retour, le retour de Ronaldo qui veut se mettre en avant, il veut marquer son but, il rend fou tout le monde, il crie pour rien. Hier, c'était l'apogée. On tire un coup franc excentré. Il y a Bruno Fernandes, Bernardo de près, le mec il dit bon allez dégagez, en fait je dois tirer. Et ensuite il met une frappe. C'est du rugby quoi, c'était n'importe quoi. Et ouais, du coup la gestion, pareil, Gonzalo Ramos, là les gars, là il peut pas rentrer. Là à aucun moment il peut rentrer, il sera pas prêt. Et aussi il a enlevé le Ronaldo
avec tout ce qu'on a fait avant, c'est le tuer aussi, en fait. En fait, là, Roberto Martinez s'est mis dans une impasse. Bruno Fernandes, tu peux plus l'enlever, là, par exemple. Parce que le remplaçant n'est pas prêt. Et lui, je pense que l'enlever, ça sera un coup dur aussi, niveau confiance ou quoi que ce soit, tu vois. Ou même pour la cohésion, la cohésion de l'effectif. Du coup, ouais, moi, j'ai l'impression qu'il est dans une impasse, en fait. J'ai l'impression Roberto Martinez doit mourir avec ses idées, en fait, tu vois. On va reparler plus tard de la compo contre l'équipe de France, mais ouais, du coup, voilà. Après, c'est difficile d'affirmer qu'ils ne seront pas prêts. Je pense qu'il y a aussi le contexte compétition comme ça qui fait que le joueur qui peut être amené à être titulaire, par exemple comme Gonzalo Ramos contre la Suisse en Coupe du Monde, il peut être amené à se surpasser, à être dans un grand joueur parce qu'il aura une surmotivation du fait de son temps de jeu. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser actuellement, c'est est-ce que mentalement, c'est plus mentalement que physiquement en fait, parce que aussi, là, c'est un quart de finale, les gars. quand on voit un joueur comme João Félix, comme Gonzalo Ramos qui n'entre même pas dans un match comme ça, ça en dit long sur la confiance qu'il leur est accordée ou sur le gap monstrueux qu'il y a entre eux et les titulaires aux yeux de Roberto Martinez. Donc, elle peut être là aussi la difficulté pour Roberto Martinez d'impliquer ces joueurs-là s'il venait à devoir les solliciter par l'avenir. Bah ouais, 117e minute, il y a 2 changements. Et les 2 changements, c'est il enlève Vitinha, qui était le meilleur joueur du match. Et c'était qui l'autre? C'est Rafael Leao. Et Rafael Leao, bon, lui, je peux comprendre, à la limite. Bon, le choix du joueur, il est incompréhensible. Quand c'est ça à gauche, je pense qu'on est tous d'accord. Ça n'a pas duré bien longtemps. Ouais, mais du coup, ouais, c'est ça. Et même, les gars, c'est un quart de finale. On va jouer contre l'équipe de France, là. Pour moi, il a un peu tué l'effectif. Enfin, pour moi, là, il est obligé de mourir avec ses idées, tu vois. Ouais, c'est mon avis, tu vois. Justement, on en vient à ce quart de finale contre l'équipe de France. Donc, non, juste avant, non, très important, il y a un joueur qu'on n'a pas évoqué. Et on ne peut pas passer à autre chose sans évoquer ce joueur. Les gars, je vais vous demander quand même un petit mot sur Diogo Costa, Davos. Historique. Dans 50 ans, on en reparlera encore. Je vais lui raconter ça à mon fiston, à mon petit-fils. C'est historique. Genre là, il a écrit l'histoire de notre pays. Genre, tout simplement. Historique. Genre, c'est. En plus, on parle des trois pénaltys, mais l'arrêt qu'il fait sur Šeško. Hein. Bon, Šeško, il fait pas le meilleur choix. Hein. Mais l'arrêt de malade, hein. Je crois, c'est du bout du pied, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il a le réflexe. Du pied, 3 pénaltys arrêtés. En plus, il y a aussi c'est pas 3 pénaltys arrêtés, c'est le contexte. On a arrêté Ronaldo a raté un pénalty avant. Moi, je sais pas comment vous avez réagi quand il a pleuré, quand il a raté. Mais moi, j'étais dans un niveau de tension très très haut et tout est redescendu. Et moi, je me suis dit, mais les joueurs, ils doivent être comment? Et je trouve que même les pénaltys, est-ce que si lui, il arrête pas le premier pénalty, Ronaldo derrière le marque et même les autres, tu vois? Niveau confiance aussi, ça a rajouté de la confiance au groupe. Bien sûr que le sens des pénaltys, le mental prend une part hyper importante. Et c'est vrai qu'hier, quand il y a la séance de pénalty, tu te dis, Oblak, il vient de t'en arrêter un quart d'heure avant, donc il a la confiance au maximum. Nous, on est au plus bas et tu te dis, ça peut que mal se passer. Et au final, Dokost, il te fait espérer, Mais en fait, moi, souvent, la ceinture but, comme tout le monde, c'est le truc où tu as la pression qui monte de plus en plus et t'en peux plus quand tu as un bout de nerf. Et là, en fait, la pression, moi, elle n'a même pas commencé à monter parce que d'entrée de jeu, il t'en arrête un. 30 minutes après, t'en arrêtes un deuxième. Et en fait, la séance de penalty, elle a duré 3-4 minutes, quoi, grand max. Et c'est du jamais vu, quoi. Ça arrivait trop vite. Et du coup, la pression. Et du coup, non, incroyable. Et l'arrêt qu'il fait, la 115e minute, s'il le fait pas, on est plus dans le match, c'est terminé, quoi. Donc, non, il a été incroyable. Il a pas eu beaucoup de choses à faire, mais au moins, il a répondu présent dans les 120 minutes. Et c'est là qu'on voit aussi les grands gardiens sur les grandes compétitions. Même si à la Coupe du Monde, il n'a pas été exempt de tout reproche sur l'élimination, sur la phase de groupe. Là, il n'y a rien à dire. Il a été, hier soir, il a été incroyable. Et voilà, je pense que tout a été dit. Je pense que, à part dire incroyable, je pense qu'il n'y a rien à dire. Pas d'autres termes. Ah, vraiment. Et j'insiste sur l'historique. Je pense qu'on va s'en rappeler de ça. Genre, il y a une génération marquée par ce truc-là. Ouais. Comme Ricardo. Jusqu'à maintenant, on se souvenait de Ricardo. Mais j'ai vécu Diogo Costa. Voilà. À ce point.
Non, mais c'est vrai, il y a de ça, il y a de ça. Et franchement, vous faites bien de parler tous les deux de l'arrêt qu'il fait à la 115e, parce que je sais pas si c'est pas ça, en fait, qui le conditionne à faire cette séance de tir au but derrière, parce que je pense que ça l'a mis dans un état de confiance aussi qui était max et qui lui a permis derrière d'enchaîner. Et après, en fait, il a fait que monter. Il arrête le premier, il prend encore un peu plus d'assurance. Et au bout d'un moment, il est rentré dans la tête le troisième. Là, c'est hyper dur dans cette position. Il y a encore un autre truc à mesurer, c'est le fait que Djokovic, au final, fasse cet arrêt-là et nous qualifie clairement. Je pense qu'il empêche que Pep et Ronaldo terminent peut-être leur carrière internationale sur une très très grosse fausse note, parce que Ronaldo qui rate son penalty et Pep fautif sur le possible but à la 115e, et ça aurait été super dur pour eux. Pour moi, c'est peut-être les meilleurs joueurs portugais des 20 dernières années, les deux combinés ensemble, incroyable, même Pep. Et terminer comme ça aurait été super super dur. Et moi, je pense que Djokovic, ils ont eu raison de le remercier, parce que ça aurait été très moche comme de finir comme ça. Carrément. Bon, je pense qu'on a bouclé la boucle, et c'est important de parler quand même de cette performance qui vraiment restera historique, comme l'a très bien dit Davos. On va passer au prochain match. On va se projeter un peu sur la suite de la compétition, parce que ça continue finalement. Et ce match contre l'équipe de France. Donc voilà, vendredi soir, le Portugal jouera contre l'équipe de France. Donc match qui s'annonce assez compliqué entre deux équipes qui ont des difficultés offensivement. Fabrice, qu'est-ce que tu penses de cet adversaire? Est-ce que c'est un adversaire que tu redoutes? Bon, clairement, je pense qu'on le redoutait tous. Et déjà, on avait parlé à la dernière émission avec Davos pour dire que c'était peut-être des équipes les plus dures à jouer. On sait à quel point ils sont super solides défensivement. Ils n'ont pas encaissé encore le moindre but, si je ne me trompe pas. Même si offensivement, c'est pas flamboyant, nous non plus d'ailleurs, mais défensivement, ils ont ce truc d'être hyper solides et d'avoir un Saliba qui, à l'image de sa saison avec Arsenal, est sur il est stratosphérique, quoi. Il est sur un vraiment haut niveau, et ils ont une charnière centrale qui fonctionne bien. J'étais un peu sceptique sur peut-être Jules Koundé côté droit, ça a l'air de bien tenir aussi. Non, je trouve qu'ils ont une défense qui est... Et puis au milieu de terrain, on a la chance de ne pas voir Rabiot, mais Rabiot, c'est pas le joueur peut-être le plus flamboyant quand on pense au milieu de terrain, mais qui est hyper important, donc il sera pas là. Donc ça, il sera peut-être remplacé par Tchouaméni, probablement, je pense. Mais ouais, même au milieu de terrain avec Kanté et Rabiot, ça fonctionne très bien avec la défense, et c'est ce qu'on n'a pas nous. Et puis un truc qu'il faut pas oublier, c'est que jouer contre la France, c'est un combat physique, quoi. Physiquement, c'est une équipe qui est vraiment hors norme, et malheureusement, je pense que c'est pas notre point fort non plus, ça. Donc voilà, ça fait peur. Et jouer contre la France, nous qui sommes franco-portugais, forcément, ça a toujours une autre saveur. On n'a pas toujours des super souvenirs. Hein. Moi, personnellement, mes premiers souvenirs de foot, c'est avec le Portugal, c'est l'Euro 2000 et la main d'Albert Chevalier. Je pense que toi, Davos, c'était pas encore né à l'époque. Et c'est mon souvenir du Portugal, et franchement, c'est dur. Et puis 6 ans plus tard, demi-finale aussi en Coupe du Monde, pareil, toujours aussi dur. On a eu 2016. 2016, on va rester là-dessus. On va essayer d'être positif et de rester sur cette dynamique. Mais ouais, non, c'est clair que ça fait peur. Affronter la France, au-delà que ce soit la France, c'est la France de Deschamps, moi, qui me fait peur. C'est que c'est super costaud, super solide, et qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'il gagne un match. Donc ça fait peur, quoi. Et toi, Davos, est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que toi aussi tu redoutes cette équipe de France version Didier Deschamps? Ah ouais, tout pareil. Hein. Pour moi, s'il y a vraiment un profil d'équipe qu'il fallait pas avoir, c'est eux. Parce qu'on sait qu'on a des problèmes à se créer des occasions. On a encore vu hier, les équipes bloc bas, genre République tchèque, Géorgie, hier. On a du mal. Et l'équipe de France, ça va pas être l'équipe comme la Turquie ou comme pourrait faire l'Espagne ou l'Allemagne, à jouer haut dans le terrain et laisser beaucoup d'espace dans le dos. Du coup, ouais, ça va être dur. Mais après, moi, je suis pas aussi... Je crois qu'ils n'ont pris aucun but dans le jeu. Fab, t'as dit ça? Je sais plus. Mais moi, je serais pas aussi dithyrambique leur niveau défensif. Moi, je trouve qu'ils sont assez fébriles, en fait. Je trouve que les équipes, quand elles le veulent, et aussi l'équipe de France, entre des équipes pas mal défensives qui refusaient totalement le jeu contre eux. On l'a vu le match contre la Belgique, mais je trouve que quand ils le veulent, ils arrivent plutôt bien à aller dans les 25 derniers mètres, s'approcher de la surface de l'équipe de France. Le gros problème à ça, c'est que c'est aussi notre problème, en fait. C'est qu'on n'arrive pas, justement, ces 25 derniers mètres, à créer la différence. À avoir un joueur, ce joueur-là, qui fait la liaison entre le milieu de terrain, Vitinha et Ronaldo.
Bruno Fernandes, il est mauvais et en plus je le trouve trop isolé dans ce rôle-là. Et ouais, ça va être compliqué. Et l'équipe de France, on connaît, les gars, c'est la première équipe dans l'histoire de l'Euro à être en quart de finale sans avoir marqué un seul but dans le jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils n'ont pas un but dans le jeu. Tous les buts, c'est des CSC ou un penalty, genre. C'est un but dans le jeu, le CSC. Oui, c'est pas un but, genre. Ça il a été créé dans le jeu, quand même. Il a été créé dans le jeu, quand même, oui. Mais c'est pas un. Genre, il n'y a pas un but d'un joueur de l'équipe de France dans le jeu, quoi. C'est fou. Mais voilà, ça passe, hein, c'est Deschamps. Le truc, c'est que la différence avec nous, c'est les deux équipes, c'est du football très minimaliste. Mais le truc, c'est que l'équipe de France, c'est Deschamps, il a la tête de l'équipe de France depuis quand 2015, 2014 2012. Non, 2014, je crois. Hein. C'est après, juste après la Coupe du Monde 2014, c'est pas lui la Coupe du Monde. Je sais plus. Il me semble que c'est lui en 2014. Il arrive après l'Euro 2012 pour moi. Ouais. Du coup, voilà quoi. Ça fait plus de 12 ans qu'il est là, quoi. Ou un truc comme ça. Peut-être que c'est peut-être pas exact dans les chiffres, mais voilà. Ouais. Une bonne dizaine d'années. Disons une bonne dizaine voilà, d'années. c'est une bonne dizaine d'années, ça fait longtemps qu'il est là, mais en vrai, j'ai ni peur, mais je suis pas non plus confiant. Je suis là, j'attends le match en fait. Les deux équipes, je pense qu'on va se faire chier, les gars. Je pense que ça va jouer dans des micro-détails. Et voilà, en espérant que ça aille de notre côté, mais petite peur que, vas-y, offensivement, il y a plus de qualité, peut-être. Enfin, je sais pas si c'est la qualité, parce que je trouve on n'a rien à envier à leurs joueurs. Mais en tout cas, le niveau actuel, je pense que les joueurs, l'équipe, enfin l'équipe de France met un peu plus en valeur ses joueurs offensifs. En tout cas, la manière dont ils jouent que nous. Et ouais, je pense que ça va être un match très très fermé, très compliqué. Je pense à l'image de Portugal-Belgique. Hein. Et voilà, on espère qu'on va le faire, hein, mais ouais, voilà. Par contre, du coup, il y a Allemagne-Espagne et on va enchaîner avec Portugal-France. Va falloir se mouiller la ligne. Oh, c'est chaud, hein. Oh là là. Passer de l'Espagne-Géorgie avant-hier, là, après. Oh non, le France-Belgique, qu'est-ce qu'il était atroce, les gars. Il n'y a pas beaucoup de. Le Portugal, j'étais accroché émotionnellement au match, tu vois, du coup, j'avais un truc. France-Belgique, les gars, c'était atroce. Oh là là, c'était tellement. Bon, les gars, on dérive un peu du sujet. Je vous recentre un peu. Justement, Fabrice, je voulais te demander, on a évoqué la solidité défensive de l'équipe de France. Donc, c'est une équipe qui est vraiment capable de contenir ses adversaires. Et je voulais savoir si toi, par rapport au 11 qui a débuté le match hier du côté portugais, est-ce que tu aimerais des changements justement pour essayer d'apporter un peu plus de danger à cette attaque portugaise pour essayer de déjouer les plans de Deschamps? Très, très franchement, je suis dans le flou total concernant notre sélection. Je sais pas en fait quel est notre système tactique, enfin quel système tactique nous met le plus en avant, les joueurs sur le terrain. Les joueurs qui sont les remplaçants, on va dire, ils ont eu leur chance, ils n'ont pas été bons non plus, ils n'ont pas montré. Et en fait, au final, je trouve que moi, dans ma tête, c'est le 4-3-3. Comme je vous l'ai dit à la dernière émission, j'ai toujours été très 4-3-3. L'équipe d'hier, moi, elle me convient, je trouve, dans l'ensemble, peut-être les meilleurs joueurs qu'on a à chaque poste. Mais au final, j'ai forcé de constater que dans le jeu, c'est pas terrible, quoi. Donc, il faudrait faire des changements, mais lesquels, c'est une très bonne question, quoi. Mais là où j'ai une certitude, c'est que j'ai vraiment envie de voir Vitinha et Palhinha toujours dans ce milieu-là. Je pense que c'est pas mal. La défense, je pense que de toute façon, Gonçalo Inácio, Danilo et Antonio Silva, ils ont grillé leur chance déjà. Donc la défense, clairement, Quinsard hier, il a été bon, j'ai trouvé surtout en deuxième mi-temps. C'est ce qu'on attend de plus de lui. Donc je le garderai. Pourquoi pas faire entrer. Moi, je verrais bien un João Félix, pourquoi pas à la place de Bruno Fernandes. Je sais qu'il y a un énorme João Félix bashing en ce moment, mais moi, je l'aime pas sur un côté, clairement. Clairement, moi, c'est un joueur, pour moi, c'est pas un ailier. Pour moi, je le vois comme un 9,5, voire un 10 à l'ancienne. Et moi, je le vois plus à ce poste-là. Donc, ça sera la place de Bruno Fernandes qui ne démériterait pas de sortir de ce 11 au final. Et pourquoi pas peut-être changer un attaquant. Pourquoi pas mettre un Gonçalo Ramos. Pourquoi pas faire entrer un Pedro Neto. Moi, c'est peut-être ces trois joueurs-là que je tenterais, peut-être. Après, Diogo Jota est bon, mais Diogo, je l'aime bien en sortie de banc aussi. Donc Diogo Jota, je trouve que c'est un bon joker, c'est souvent le premier à rentrer en jeu d'ailleurs quand c'est sur le plan offensif.
Donc voilà, c'est peut-être les petits changements que je ferais, mais je suis même pas sûr que ça fonctionnerait non plus, quoi. C'est ça, en fait, on a trop d'interrogations avec notre sélection. On a eu 4 matchs, et sur les 4 matchs, on a des tactiques différentes, des joueurs différents. T'as l'impression qu'il n'y a aucune façon de jouer qui a vraiment fonctionné. Donc, je pense qu'on est dans un énorme flou, quoi. Donc, à l'heure actuelle, je sais pas quel 11 serait le meilleur pour affronter la France. Est-ce qu'on doit jouer à 3 défenseurs derrière pour essayer de contenir les attaquants français? Franchement, je suis même pas sûr que ça fonctionnerait vu le niveau des autres défenseurs, quoi. Non, mais je pense que tu n'es pas le seul à être dans le flou. D'ailleurs, Roberto Martinez l'est aussi, hein, vu qu'il fait ses changements en fonction de l'état de la pelouse. Donc, à partir de ce moment-là, c'est que tout n'est pas très net dans sa tête. Davos, ton avis Ouais, sur les changements éventuels pour essayer de contrer le jeu assez solide et assez défensif de l'équipe de France? bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais moi, en vrai, les gars, comme j'ai dit, pour moi, le banc, en fait, il a limite. Ouais, il a éliminé, en fait. On sait que ça va être ce 11. On sait qu'il fait pas confiance aux joueurs dans le banc. Et ouais, plus la direction prise, c'est le football minimaliste. On va pas prendre trop de risques. Du coup, les gars, genre là, en choix logique, c'est pas forcément ce que je veux moi, mais le choix logique, les gars, c'est reconduire le même 11, le 4-3-3. Bruno Fernandes, ça bouge pas parce que il a pas donné confiance à un Félix, par exemple, où on dit depuis tout à l'heure, il y a un problème dans cette zone-là, la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Félix, c'est clairement ce joueur-là, mais il a clairement laissé, il a clairement montré que il compte pas, quoi. Bruno Fernandes a joué les 90 minutes. Et ouais, moi, 120. comme j'ai dit, j'avais envie de voir les 120 minutes maintenant. Pedro Neto, je voulais le voir, mais pareil, tu vois qu'il ne fait pas confiance, les gars. Genre 120 minutes, c'est un joueur qui a de l'explosivité. Comment, dans une prolongation contre une équipe fatiguée, tu le fais pas rentrer? Genre, comment ça traverse pas ton esprit? Le mec, il est désigné comme, depuis des mois comme le remplaçant de Léao. Et là, tu fais rentrer Conceição à gauche, qui n'a jamais joué à ce poste-là dans sa vie. Pour en plus, après 10 minutes après, pour remettre finalement Jota à gauche, remettre Francis Conceição à droite et Bernardo dans l'axe. Mais bref, ça, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est aussi lunaire. Il se contredit lui-même dans le même match, genre en espace de 10 minutes. Il montre au monde entier qu'il s'est trompé. Mais ouais, en fait, en sachant aussi qu'on joue contre l'équipe de France, mec, vas-y, qui meurt avec ses idées, le football minimaliste, c'est passé jusqu'à maintenant. Et vas-y, hein, en espérant que ça passe encore. Moi, franchement, les gars, je changerais pas. En fait, tuer tout l'espoir. Pour moi, il m'a tué vraiment tout l'espoir de voir autre chose, en fait. Là, pour moi, il a décidé ça. Changer maintenant, pour moi, c'est trop tard. À ce moment-là de la compétition, pour moi, limite, le dernier spot pour changer quelque chose, c'est contre la Slovénie. Il l'a pas fait. Il a même encore rentré plus la tête dans l'idée, enfin, avec cette idée-là. Pour moi, mec, voilà, je reconduirais le même 11. Après, oui, des changements plus tôt dans le match, plus pertinents. Vitinha, l'enlever, alors que bon, c'est le mec qui te ramenait un peu de vitesse, qui ramenait cette liaison au milieu de terrain pour descendre Bruno Fernandes à son poste. Enfin, moi, quand il a enlevé Vitinha à la base, je me suis dit, peut-être, vas-y, il va faire rentrer Jota pour, je sais pas, et laisser Bruno Fernandes bien haut pour avoir une connexion avec Ronaldo, mais même pas. C'est vraiment Bruno Fernandes a joué le rôle de Vitinha après sa sortie. Bref, Après, pour moi, voilà. je pense pas qu'il tentera des changements Et voilà, aussi offensifs contre la France. Là, c'était et surtout parce qu'il y avait cette volonté de marquer voilà. et il savait que le Portugal allait tenir le ballon jusqu'à la fin. Donc, contre la France, ça sera une autre configuration avec des transitions beaucoup plus dangereuses côté français à chaque récupération de ballon. Et il faudra s'en méfier. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter éventuellement sur Non, le mais sujet du jour? on va y croire jusqu'au bout. Au moins jusqu'à vendredi 23h, peut-être minuit si on va jusqu'au tir au but. Mais on va y croire, on va faire confiance en notre sélectionneur, même si on parle d'un mec qui a cramé la génération dorée belge. Mais bon, on va quand même croire en lui jusqu'au bout et on va essayer d'être positif, quoi. Davos, on Du y coup, croit aussi, pareil. de ton côté? Ouais, pareil, du coup, on y croit. Je suis pas défaitiste, mais je suis pas confiant non plus. Juste, je suis à l'attente du match. Je ne pense qu'à ça. Et putain, les gars, rendez à Diego Costa ce qu'il a fait. Faites qu'on lui construise une belle statue dans sa ville natale au Portugal, qu'on ramène la coupe à la maison. Et voilà, les mecs. Mais ouais, du coup, ne pense qu'à vendredi. Contre l'équipe de France, putain de merde. Contre l'équipe de France, ça va être beau, ça va être beau. J'ai tellement hâte. Et voilà, hein, viva Portugal. Hein.
Ouais. Par contre, la statue dans la ville natale de Diogo Costa au Portugal, bah, ça sera pas au Portugal parce qu'il est pas né au Portugal. Sérieux? Je sais même Ah pas. non, Je sais Allemagne, pas. Suisse, Il est né en Allemagne. Suisse. Ouais, il est né en Suisse. Non, en Suisse alors. Donc, En or, un peu en Suisse. Et ben sur Ouais. ce, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait une bonne petite émission pour à la fois débriefer le match contre la Slovénie et se projeter sur la suite qui nous attend. Donc, moi aussi, hein, je suis un peu comme vous. J'ai hâte que ce match arrive. J'attends que ça, moi aussi. Et je pense que toutes les personnes qui sont en train de regarder cette émission sont un peu dans le même état que nous aussi. Donc, ça va être un match passionnant, riche en histoire aussi, j'imagine, comme l'a été ce Portugal-Slovénie. Donc, j'en profite pour vous remercier. Donc, Fabrice et Davos, je vous remercie encore pour cette émission, pour votre participation, répondre Merci. toujours présent à chaque fois que je vous sollicite. Donc, et puis, être aussi pertinent que vous l'avez été encore une fois aujourd'hui. Donc, merci à vous deux. Bah, Juste merci à avant de se toi. quitter, Davos, si tu peux nous dire où on peut te retrouver. Oh, TikTok, YouTube, il y a un débrief du match qui sort là, voilà, la rediffusion du stream d'hier, du coup voilà, un beau bloc d'une heure du débrief du match, tout ça, c'est voilà, du coup sur YouTube, disponible sur YouTube, ouais, on peut le trouver partout, hein, Insta, Dailymotion, bref, partout. Voilà. Sauf Facebook parce que t'es trop jeune, c'est ça? Et Facebook aussi, Facebook, enfin des fois, je suis un peu moins régulier dessus, mais j'essaye de temps en temps quand j'y pense, mais ouais, du coup, merci pour l'invite les gars. Incroyable, trop fier. Et Bah, trop avec content. grand plaisir. Et- Ok, bah, je vous incite à aller jeter un œil à ce que propose Davos. Et du coup, pour Fab, ce sera plus sur Facebook, Skyblog, MSN, c'est ça, non? N'hésitez pas à m'envoyer des whiz sur MSN, je réponds toujours. Et sur mon C'est Skyblog. la main qui faisait toc-toc, là. Tu vois ce truc? La rêve Davos, il se dit, oh, les boomers, je sais pas de quoi il parle. Oh, je l'ai là, je l'ai là. Ah ouais. Il est pas si jeune. Écoutez, Non. moi, je suis toujours à présent dans les commentaires de Trivella et de Davos sur Insta. N'hésitez pas à dialoguer avec moi, je suis très sympa. C'est vrai, il ment pas. Eh ben, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui auront regardé cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire si vous avez été d'accord avec les interventions de nos deux invités. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très rapidement après ce quart de finale contre la France. Ciao.